Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de tout ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Dans chaque épisode, je vous propose des pistes de réflexion et des clés concrètes avec douceur, audace et humour pour vous décomplexer et vous déculpabiliser. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien, à le liker et à laisser un commentaire, parce que c'est grâce à vous s'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis vraiment très en forme. C'est assez formidable tout ce qui m'arrive, il se passe tout un tas de choses vraiment géniales dans ma vie. Et en fait, ça fait un moment que je travaille à ça et je me sens vraiment alignée sur mon chemin. Et les choses commencent à se présenter d'elles-mêmes parce que quand on est au bon endroit pour soi, qu'on fait ce qu'on aime, on attire à soi ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et donc, j'ai l'impression que c'est presque magique ce qui se passe pour moi en ce moment. Et bon, c'est le fruit de travail, de beaucoup d'efforts. Et en même temps, aujourd'hui, je suis vraiment à l'endroit où j'ai envie d'être. Je plaisantais l'autre jour en disant à quelqu'un, c'est la voie royale du kiff. Voilà. Donc je suis ravie. Je voulais vous rappeler à ce titre que tous les mercredis soirs à 19h30, j'anime avec Antoine Géraud une émission en ligne, en direct. On coach des personnes anonymes sur la rencontre amoureuse, sur des difficultés amoureuses, sur des doutes qu'on peut avoir. Et ça donne des clés à tout le monde. On a eu des retours vraiment très intéressants parce qu'on a demandé aux auditeurs réguliers de nous dire ce qui leur plaisait. Et c'est vraiment ce qui ressort, c'est à la fois la bienveillance au sein de cette communauté qui est en train de se créer. Et puis le fait que de voir des gens se confier en direct, être coachés, d'abord, on se sent moins seul et puis surtout, ça donne des pistes, ça donne une grille de lecture un peu différente, ça amène à se poser les bonnes questions pour soi. Et lors de la dernière émission, que je vous invite à écouter en replay, il y a Karine Lemarchand qui nous a fait l'immense plaisir de sa présence et qui est venue coacher avec nous une des participantes. Et c'était vraiment très fun de faire ça avec Karine. Et ils sont en train de travailler ensemble avec Antoine sur un gros projet dont on vous parlera très certainement au fur et à mesure. Donc restez à l'écoute. Et moi, quoi qu'il arrive, je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode pour participer au live. C'est gratuit, c'est tous les mercredis soirs à 19h30 ou pour écouter les replays. Et alors, justement, l'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par la dernière émission parce que si vous écoutez le replay ou si vous avez vu le live, il y avait Catherine que j'ai amenée en coaching à se reconnecter à ses émotions. Nous sommes dans cette société, la plupart des gens sont ce qu'on appelle des atrophiés affectifs. En tout cas, on est sacrément handicapés avec notre monde affectif. On a souvent été amenés à se couper émotionnellement, à ne pas ressentir. Les hommes, je crois que chez les hommes, c'est encore pire. Il y a un gros travail à faire et que je vais commencer à entreprendre parce que j'ai envie d'accompagner les hommes à travers ce travail-là, c'est-à-dire de pouvoir les aider à rentrer en contact avec eux-mêmes, qu'ils puissent se reconnecter à eux, à leurs émotions, apprendre à poser leurs limites, à exprimer les choses, parce que on est en train de déconstruire tout un tas de conditionnements issus du patriarcat, et j'en discutais encore avec un ami. Les hommes aussi souffrent du schéma patriarcal, et en ce moment, on les accable beaucoup, parfois et souvent à juste titre, mais sans leur donner les moyens et les outils de faire différemment et de faire mieux. Et moi, j'ai envie de contribuer à ça, c'est-à-dire que c'est aider les femmes et les hommes que d'aider les hommes. Parce que si on arrive mieux à communiquer ensemble, tout le monde se sent mieux. Donc, vous allez me voir petit à petit proposer des choses. Et je crois vraiment que nous sommes coupés émotionnellement parlant dans notre société.
Et alors, la question qui se pose, c'est comment faire avec ça ? Souvent, on parle de gestion des émotions. Comment gérer mes émotions ? Et c'est un terme que j'emploie moi-même parce que quand on dit ça, tout le monde voit de quoi on parle, mais c'est un terme que je n'aime pas. Parce que souvent, derrière l'idée de gérer ses émotions, c'est comment je fais pour contrôler mes émotions. Et le but, pour avoir une meilleure gestion de ses émotions, c'est surtout pas de les contrôler. Contrôler, ça veut dire les réprimer, les restreindre, les faire disparaître, qu'elles ne s'expriment pas, que je ne ressente pas ce qui se passe dans mon corps. Et en fait, ça maintient la dissociation, ça maintient la coupure. Quand je parle de dissociation, ici, c'est vraiment par rapport à notre monde affectif et corporel. C'est quand je me coupe de moi, de mes ressentis, et donc je me dissocie. La dissociation, c'est un mécanisme de défense puissant qui arrive quand il y a un traumatisme ou un événement grave, et c'est un mécanisme de défense qui est très utile. Il ne s'agit pas de le supprimer. Je vais vous donner un exemple très concret. Si j'assiste à un accident de voiture et qu'il y a des gens à secourir et à protéger, il vaut mieux que j'entre en état dissociatif, c'est-à-dire que je vais me couper de ce que je ressens, parce que si je commence à ressentir ce que je vois, ce qui se passe, je ne vais plus être opérationnelle. Je ne vais pas pouvoir appeler les secours, m'occuper des personnes qui sont blessées, faire ce qui est nécessaire de faire. Donc, je vais me dissocier. Et puis, une fois que les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre, que la situation est terminée, normalement, il y a une reconnexion, je vais me mettre à trembler, à pleurer, à décharger émotionnellement ce qui s'est produit, parce que je commence à réaliser, à me réassocier, et il y a une décharge qui se produit. Quand ça se passe comme ça, tout va bien. Là où ça devient problématique, c'est quand ça se chronicise. C'est-à-dire que soit je ne me réassocie pas après l'événement traumatique, soit le mécanisme de défense de la dissociation devient un mécanisme de défense privilégié où en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me dissocie. Donc je passe finalement presque plus de temps en état dissociatif que connecté à moi. Et donc ça va m'amener beaucoup de difficultés, ça va devenir assez handicapant parce que évidemment on ne peut pas sélectionner ce qu'on va ressentir ou pas. C'est un package. On ne peut pas choisir à la carte. Oh bah tiens, les émotions agréables, je vais accepter de les ressentir. Et puis les émotions désagréables, j'en veux surtout pas. Et vous remarquerez d'ailleurs que je parle d'émotions agréables ou désagréables et absolument pas positives et négatives. Parce que, et vraiment retirez ça de votre vocabulaire si c'est possible, parce qu'à chaque fois que vous dites qu'une émotion est négative, pour votre inconscient, ça veut dire qu'il ne faut pas la ressentir. Tout ce qui est négatif, néfaste, c'est supprimé. On cherche à le supprimer, c'est mauvais. Alors que la tristesse, la colère, ce sont des émotions qui sont désagréables, qui peuvent être désagréables, mais qui sont très utiles, qui sont pertinentes, dont on a besoin. Donc c'est ni positif ni négatif, ça existe, point. Et après, c'est plutôt l'effet que ça nous fait, qui est agréable ou désagréable. Quand on se coupe de soi, il faut bien être consciente que c'est comme faire un pacte avec, avec le diable. L'image est peut-être pas bien choisie, mais ça va avoir un coût. Il y a toujours le revers de la médaille et ça va vous coûter cher. Et donc, il va y avoir des symptômes, ça va réapparaître sous forme de symptômes. Ça peut être sous forme de crise d'angoisse, et je vous invite à réécouter mon épisode sur l'angoisse. Ça peut aussi mener à des explosions régulièrement, c'est-à-dire que je me coupe, je prends sur moi, et puis je finis par exploser, ou je finis par m'effondrer, donc c'est une implosion, et je vais être dans un état très déprimé, ou alors j'arrive plus à fonctionner normalement. C'est ce qu'on parle d'épuisement émotionnel ou professionnel, par exemple. Donc ça peut produire tout un tas d'effets, de conséquences, de symptômes assez désagréables. Et c'est d'ailleurs ce qui nous amène à prendre conscience qu'on s'est coupé émotionnellement, et c'est ce qui amène les gens chez les psychologues, chez les thérapeutes, parce que on arrive toujours avec un symptôme.
On n'arrive pas en disant « je suis coupé de mes émotions, rebranchez-moi s'il vous plaît ». On arrive en disant « je suis très angoissée, j'arrive plus à dormir, j'arrête pas de pleurer ». Voilà, vous décrivez ce qui se passe et le ou la thérapeute va questionner alors comment ça se passe avec vos émotions ? Est-ce que vous êtes connecté à vous ? Est-ce que vous vous respectez ? Est-ce que vous vous écoutez ? Est-ce que vous connaissez vos besoins ? Et va mettre tout ça en perspective. Ici, je vais essayer de vous donner quelques clés pour pouvoir vous reconnecter à vous. Encore une fois, ça ne remplace pas un suivi. Simplement, ça peut être complémentaire ou ça peut déjà vous donner des pistes. Quoi qu'il en soit, si je vous transmets tout ça, c'est pour vous décomplexer et pour vous donner envie d'avancer. Donc, comment je fais quand je me rends compte que je ressens plus grand-chose ? Ça peut aussi se manifester par une sensation de vide ou l'impression que les choses deviennent fades ou linéaires, ou des choses qui devraient me rendre joyeuse. En fait, voilà, ça, oui, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire. Ça circule plus très bien. Donc si je me rends compte de ça, soit j'ai des symptômes, soit la vie devient un peu terne, un peu morne, alors je peux aller questionner comment ça se passe au niveau émotionnel. Peut-être même avant, je peux vous dire à quoi ça sert de se reconnecter à soi et de se reconnecter à ses émotions. Parce que évidemment, si vous vous reconnectez à ça, à ce monde affectif-là, vous allez aussi à nouveau ressentir des choses désagréables et douloureuses, parce que sinon, vous ne vous seriez pas coupé de vous. À quoi ça sert ? Évidemment, ça sert justement à ressentir toutes ces choses très agréables, à ressentir les nuances, à ressentir l'émerveillement, la beauté, la douceur, la tendresse, l'amour, la gratitude, tout ce qu'on appelle les émotions de fréquence élevée qui remplissent notre cœur de joie, qui font c'est tous les élans qu'on peut avoir quand ça fait des bonds, quand il y a les petits bonhommes qui font la fiesta à l'intérieur de nous, quand il y a une victoire, quand on se célèbre, quand d'être heureux, d'être en vie. Et de pouvoir partager ça, par exemple, quand on est avec son amoureux ou son amoureuse, d'avoir la personne dans ses bras et de sentir son cœur déborder d'amour. On peut se mettre à nouveau à ressentir tout ça quand on se reconnecte à nos émotions. Et alors, ça c'est le pourquoi. Et alors comment on fait ? Mon conseil, mon petit truc, mes petites astuces, ça commence déjà par poser votre attention sur vos sensations. Parce qu'en fait, une émotion, c'est un ensemble de sensations. Et cet ensemble de sensations qui vous est propre, qui est propre à chacun, c'est-à-dire que mon ensemble de sensations à moi, ça ne sera pas le même chez vous. Cet ensemble, ça correspond à une émotion qui va être, par exemple, la tristesse. En plus, ça évolue au cours de la vie, parce que, par exemple, pendant une très longue période, quand j'étais encore assez coupée de moi, en état dissociatif chronique, j'avais la gorge très, très contractée, parce que j'arrivais pas à pleurer, j'arrivais pas à faire circuler, et donc ça me faisait très, très mal à la gorge dès que j'étais triste. J'avais aussi d'autres sensations. Aujourd'hui, par exemple, j'ai le cœur qui se serre, j'ai mal dans le plexus solaire, j'ai l'impression qu'on plante une aiguille dans le cœur ou qu'on serre très fort dans la main. J'ai des larmes qui viennent. Ça va. Et donc, ce cortège de sensations qui m'est propre, ça va pas forcément être le même chez vous, mais moi, quand je sens ça me permet de me dire « Ah, je me sens triste ». La colère va avoir son cortège de sensations. La joie aussi. Le dégoût, la peur. Et alors là où ça se corse et où ça se complique, c'est qu'en plus, vous pouvez avoir des émotions simultanées qui se présentent en même temps. C'est-à-dire que je suis triste et en même temps, je suis frustrée. Ou vous pouvez aussi avoir des émotions qui viennent masquer une autre émotion. Par exemple, j'ai pas envie de me sentir triste, alors je vais sentir ma colère parce que ça camoufle ma tristesse. Mais si je dépasse, si je traverse la colère, ce qui se cache en dessous, c'est la tristesse. À l'inverse, chez d'autres personnes, ça va être comme j'ai pas envie d'être en colère parce que j'ai associé la colère à la violence, donc je m'interdis ma colère,
alors je vais me déprimer, je vais être triste, plutôt que de me mettre en colère. Donc vous voyez que ça peut vite se complexifier, mais c'est un peu comme quand on apprend une langue étrangère. Au départ, on apprend vraiment ce qui est basique, et puis après la grammaire, et de plus en plus de vocabulaire, et puis ensuite on apprend des expressions idiomatiques, des proverbes qui sont culturels. Voilà, on va se perfectionner et ça va devenir de plus en plus subtil. C'est la même chose avec le langage émotionnel et avec vos émotions, sauf que là, en fait, c'est assez étonnant parce que c'est se découvrir soi-même. Ça vous appartient, ça vient de vous, et en même temps, ça vous est étranger si vous n'êtes pas familiarisé avec ça. C'est un parcours que j'ai été amenée à faire. À un moment dans ma vie, c'est devenu très handicapant pour moi de ne pas ressentir mes émotions. Alors j'étais la guerrière, j'avais une armure pas possible, donc j'étais capable de faire face à tout un tas de situations assez extrêmes. J'étais réputée pour ça dans mon travail d'ailleurs, dans l'équipe dans laquelle je travaillais. Et puis, à un moment, je me suis mise à avoir des angoisses. Et je me suis mise à avoir des angoisses avec mes patients pendant mes séances de thérapie. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner. C'est très problématique. Et à partir de là, il y avait d'autres choses qui se produisaient dans ma vie aussi. Et j'ai démarré une thérapie en dynamique émotionnelle. Et puis, j'ai tellement adoré cette thérapie. Ça m'a tellement bouleversée, transformée, reconnectée, que j'ai décidé de m'y former, en plus de mon cursus universitaire. Donc, je suis formée à cette thérapie qui est une thérapie de groupe et qui est centrée sur la reconnexion et l'expression émotionnelle. Et je pourrais vous en dire plus parce que ça m'a tellement apporté dans ma vie, ça a révolutionné ma vie et ma pratique professionnelle. Et donc, je me suis reconnectée à moi. J'ai appris à parler mon propre langage émotionnel. Et c'est pour ça que j'ai pu le modéliser, le conceptualiser et vous le transmettre avec beaucoup de simplicité, en étant assez concrète. Vous savez que je parle souvent en images, je donne souvent des exemples concrets et ça vous permet de vous reconnecter plus facilement. Donc, le premier pas, quand on veut apprendre à parler le langage émotionnel, c'est d'aller explorer. Vous prenez une loupe et puis vous allez regarder, sentir surtout. Il s'agit de sentir qu'est-ce que ça me fait. Ça doit être la question numéro 1 qui doit revenir constamment quand vous voulez vous reconnecter à vous. C'est qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Quelle sensation? Où est-ce que ça se situe? Quelle texture? Quel goût ça a? Si ça devait se rapprocher d'une matière, quelle matière ce serait? Quelle couleur? Quelle odeur? Quel son? Et de vous faire un catalogue de sensations. Une fois que ce catalogue est établi, vous allez pouvoir faire le deuxième niveau qui est ce que je vous disais sur l'assemblage, sur le cortège de sensations qui correspond à une entité émotion. Vous allez pouvoir vous interroger, mais finalement, quand je suis triste, qu'est-ce que ça me fait? Et vous reprenez vos sensations. Ah bah, il y a cet ensemble de sensations. Quand je ressens telle émotion, voilà ce que ça me fait dans mon corps. Et vous allez commencer à traduire. Et pour les enfants, ça, c'est vraiment très utile parce que très souvent, ils ne peuvent pas vous dire « je me sens triste, je suis en colère, j'ai peur ». En revanche, ça va être beaucoup plus facile pour eux de vous décrire les sensations dans leur corps. Et alors, vous allez pouvoir leur traduire « ah bah tiens, si tu ressens tout ça, peut-être que ça veut dire que ce serait de la colère, qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, ça commence... En fait, cette éducation, elle peut se faire très tôt. Alors, souvent, on confond empathie et sympathie, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un exprime une émotion, et donc c'est pas parce qu'un enfant exprime une émotion qu'on doit accéder nécessairement à ce qu'il ou elle veut. Les limites restent de mise et on a tendance à oublier ça. Et alors, en fait,
Nous sommes issus de générations où il n'y avait pas de place pour nos émotions, pour l'expression émotionnelle. Et c'est bien pour ça qu'on est assez handicapé avec ça. On est assez coupé émotionnellement parlant parce qu'on a appris à se taire, à faire taire ce qu'on ressent. C'est des conditionnements qui se sont mis en place. Et encore une fois, c'est encore plus vrai pour les hommes parce que c'est... un homme, c'est fort, un homme, ça ressent pas, les émotions, c'est pour les faibles. Voilà, c'est ce genre d'idée-là. Et les conditionnements, donc pour les hommes, c'est ne pleure pas parce que t'es un homme, t'es un bonhomme. Et les femmes, c'est ne te mets pas en colère parce que sinon t'es hystérique. Voilà, donc c'est vite vu. J'invite les hommes à pleurer et les femmes à se mettre en colère et à poser leurs limites. Et le monde tournera certainement un peu mieux. Donc, en étant issu de générations où on n'a pas pu ressentir et exprimer nos émotions, on a tendance à vouloir faire l'extrême opposé. Et aujourd'hui, je crois qu'il serait bon de revenir à un équilibre et de faire attention à ne pas confondre empathie et sympathie, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a mal ou manifeste une émotion, est triste et déçu, que je dois me sacrifier pour accéder à ce dont cette personne a besoin ou a envie. Mais je peux l'accompagner en disant mais je comprends que tu puisses ressentir ça et en même temps, voilà comment je vais faire, voilà comment on va faire. Donc, si vous n'avez pas eu l'opportunité, la chance de recevoir cette éducation émotionnelle, il est toujours possible de la faire aujourd'hui et ça vous garantit une vie passionnante, une vie riche, une vie vivante, vibrante, haute en couleurs. Ça remet des couleurs dans la vie. Et pour ça, donc, c'est de créer un mode d'emploi. Alors, autre chose, c'est qu'une fois que vous avez fait ces catalogues un peu, ce mode d'emploi, c'est comme quand vous allez chez Ikea et qu'on vous dit comment monter le meuble. Souvent, il y a des loupés et il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour qu'il y ait quelque chose qui tienne à peu près la route. Je voudrais vous dire ici quelque chose d'important, c'est que, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous allez ressentir des choses désagréable et douloureuse. Et en même temps, vous n'allez pas en mourir. Je voudrais vous rappeler que les vagues émotionnelles de grand chagrin, de tristesse, de deuil, de perte, de manque, quand on est traversé par une vague émotionnelle, le cerveau nous dit toujours, et même moi, alors que je le sais, alors que je le transmets, que je l'enseigne à longueur de journée, quand ça m'arrive, moi aussi, j'ai ces pensées-là. Sauf que aujourd'hui, je suis capable de me raisonner, de me dire, non mais je sais que ça fait partie du processus et ça apaise un peu les choses. Ces pensées, ça va jamais s'arrêter. Je vais être anéantie, je vais mourir sur place. Ça va toujours être comme ça. Je vais être triste comme les pierres toute ma vie. Je vais jamais m'en sortir. Je vais plus jamais être heureuse. Alors le pire, c'est quand vous avez un chagrin d'amour. Vous vous dites, mais je vais plus jamais tomber amoureuse. Ce sera jamais aussi bien que ce que j'ai connu. Tout ça, ça n'est pas vrai. Si vous y êtes en ce moment, ça n'est pas vrai. Si vous vivez un deuil, j'en suis immensément désolée, mais vous n'allez pas rester dans cet état-là toute votre vie. C'est pas vrai. La vie revient, les choses sont bien faites, le temps apaise, il y a des ressources. Si vous avez besoin, allez chercher des ressources, accordez-vous de la douceur, accordez-vous des temps de pause, des moments de partage, des moments qui vous font vraiment du bien. Et ça finit toujours par s'apaiser, par passer. Et en fait, quand il y a une vague émotionnelle comme ça, très souvent, on a envie de la réprimer, on n'a pas envie qu'elle arrive parce que ça nous fend le cœur. C'est vraiment très douloureux, mais physiquement. Et plus vous allez repousser ça, et plus les ennuis, ça va vous rattraper en fait. Ça fait un effet boule de neige et ça va s'empirer forcément. Ça, c'est une loi.
Ce que vous ne réglez pas, ça ne disparaît pas. Ça finit toujours par revenir comme un boomerang, sauf que ça revient de manière encore plus forte souvent et ça fait beaucoup de dégâts parfois. Donc c'est accepter que la vie, elle soit pas toujours agréable, qu'il y ait des aléas et qu'en même temps, vous êtes capable, vous êtes armé pour survivre à ça. Jusqu'ici, vous avez survécu à tous les jours de votre vie. Vous avez survécu à toutes les épreuves, y compris les pires de votre vie. Donc vous êtes capable. C'est pas parce qu'on n'a pas envie qu'on n'est pas capable. Et même moi, quand ça m'arrive, encore une fois, j'ai pas envie que ça m'arrive. Et en même temps, je sais que si je bloque, si je coupe mon émotion, ça va être catastrophique. J'ai plus du tout envie d'aller dans cette facilité-là, dans ce confort, parce que c'est une forme de confort, mais que je vais payer bien plus cher après. Et en plus, ça me coupe de tout ce qu'il y a de plus vivant en moi. Ça me coupe de l'amour, de la vie, de mon élan vital, de ma créativité, de ma capacité à mettre en place des projets, à me mettre en connexion avec les autres. Donc je veux vraiment plus aller là-dedans. Et c'est ce que je voulais vous dire. Vous reconnectez à vous reconnectez à vos émotions, étant donné que forcément, il y a des moments où, je suis désolée de vous le dire, mais ça va être désagréable, voire assez douloureux, ça part toujours d'une décision. Et il y a quelque chose d'assez rassurant, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez ouvrir cette porte-là, personne d'autre ne peut le faire pour vous. Il n'y a que vous pour ouvrir cette porte-là, que vous pouvez gérer l'amplitude et que vous pouvez aussi décider de la refermer de manière temporaire quand ça vous déborde, quand c'est trop. Je vous ferai un épisode sur la régulation du système nerveux. On en entend de plus en plus parler. Je vous invite à vous y intéresser d'un peu plus près. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, très souvent, notre système nerveux se dérégule. Et pour le réguler, il ne s'agit pas du tout de restreindre, de se couper émotionnellement, mais au contraire, il s'agirait d'amplifier les choses. Donc je vous propose ici une petite astuce qui est très simple, mais qui en fait est très complexe à mettre en place. C'est que la prochaine fois que vous avez envie de pleurer et que vous êtes seul, au lieu de ravaler vos larmes ou de vous dire allez hop hop hop, bouge-toi ou appelle quelqu'un ou va faire ceci, occupe-toi pour arrêter d'être triste, arrêter de penser, asseyez-vous. Ou marquez un instant de pause, laissez-vous pleurer. Et j'ai envie de vous dire, amplifiez le processus, amplifiez les larmes, amplifiez le son. Vraiment, c'est comme si vous aviez la main sur le bouton du volume et que vous augmentez les choses au lieu de vouloir les restreindre, de vouloir les diminuer. Vous amplifiez ça. Pareil, si vous êtes en colère, au lieu de vous dire « Allez, n'y pense plus, c'est bon, je passe à autre chose », ce qui marche rarement en plus, eh ben, vous posez, vous prenez un oreiller et vous tapez dedans ou sur un matelas et vous tapez de toutes vos forces, vous criez si vous avez besoin de crier, vous insultez si vous avez besoin d'insulter. Laissez-vous vivre, laissez-vous exprimer les choses. Je ne sais pas dans quel livre universel on trouve que on ne pourrait pas exprimer ce qui nous traverse. C'est de la vie à l'état brut, en fait. Simplement, alors, évidemment, je vous déconseille de faire ça au travail. Tout est une question de dosage, d'environnement, de choisir le moment et le lieu, l'espace et la personne avec qui vous pouvez exprimer ça. Mais quand vous êtes seul chez vous, qui a dit que vous n'auriez pas le droit d'exprimer ça ? Qui dit que vous n'avez pas le droit de danser, de chanter, de crier, de pleurer, de pas être d'accord, de taper du pied ? Donc je crois que ça commence vraiment par là, c'est-à-dire de s'autoriser, de se donner la validation, la permission, l'accord pour vivre ses émotions, pour se reconnecter à soi. Alors, dans un premier temps, ça va jaillir de manière assez brute, c'est de la matière brute, ça va jaillir par gros paquets. Encore une fois, la vague passe, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, rappelez-vous. On a l'impression qu'on va être submergé, anéanti, qu'on va jamais s'en sortir. La vague passe, ça se calme, et on revient à un état, en plus très souvent quand on s'autorise ça, après, comme il y a des hormones qui se libèrent dans le cerveau quand vous pleurez,
il y a un effet vraiment physiologique et il y a un apaisement, il y a un soulagement corporel et physiologique qui arrive. Et très souvent, c'est des moments où on dit qu'on dort comme un bébé après ça, parce qu'il y a vraiment des vertus au fait d'exprimer nos émotions, au fait de décharger. Vraiment, pour terminer, votre leitmotiv, ça doit devenir au lieu de contenir, décharger. Trouver des moyens de décharger vos émotions, de libérer, d'exprimer, d'amplifier. Choisissez vos moments, choisissez le lieu, choisissez les personnes. Mais allez vers ça, parce que ça garantit l'équilibre et surtout, ça permet à la vie de revenir dans tous les pores de votre peau. Ça vous permet de respirer, de vous mettre en joie, de sautiller, de pétiller, de profiter de la vie en fait et de partager. Et encore une fois, c'est un chemin. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donnez-vous exigence, patience et indulgence. J'ai entendu dernièrement, on est là pour être soutenant mais pas complaisant. J'aime beaucoup cette formulation. Je pense que vous m'entendrez à nouveau la formuler parce que ça me plaît beaucoup. Donc soyez avec vous dans le soutien, pas dans la complaisance. Comme à mon habitude, je vous laisse avec une citation et cette fois-ci, pour la première fois depuis le début des épisodes de podcast, c'est une citation de Freud, Sigmund Freud, avec lequel je suis pas toujours d'accord, mais pourtant qui nous a laissé un sacré héritage. Et il nous dit une phrase très à propos: « Les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. » Je vous souhaite d'exprimer vos émotions, de les chanter, de les danser, de les pleurer, de les crier, de les dessiner, de les écrire, de les vibrer, tout simplement de les laisser exister et ainsi de les apprivoiser. J'en profite pour vraiment vous remercier pour votre écoute et aussi pour le fait de partager mes réussites et mes joies et de voir que ça vous met en joie aussi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'émeut. Merci pour ça et à très vite.